Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e capsule vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des réactions chimiques qui sont exothermiques et endothermiques. Vous retrouvez ici donc les termes employés lorsque l'on parlait des transformations physiques. Cette fois on va les appliquer à des transformations chimiques. Donc une transformation exothermique, c'est une transformation qui va libérer de l'énergie. C'est-à-dire que la réaction, elle va donner de l'énergie au milieu extérieur. Dans ce cas-là, on remarquera une augmentation de la température au sein du milieu réactionnel. Deuxième type de réaction, ce sont les réactions endothermiques. Dans ce cas-là, la réaction va absorber de l'énergie. Elle a besoin de cette énergie pour fonctionner, pour se réaliser. Donc, elle va prendre de l'énergie au milieu extérieur. Dans ce cas-là, la température du milieu va diminuer. Dernier type de transformation chimique, ce sont les transformations athermiques. Athermique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie échangée avec le milieu. Et bien dans ce cas-là, la température du milieu sera constante. Il n'y aura pas de variation de température. Je vais vous présenter des réactions chimiques que j'ai réalisées dans ma cuisine avec des produits ménagers, des produits du quotidien. Ces produits ménagers, vous le savez, ont parfois des avertissements. Il faut faire attention à la façon dont on les utilise. Moi, je vais réaliser des mélanges avec ces produits ménagers. Lorsqu'on les mélange, on crée des réactions chimiques qui peuvent être dangereuses. C'est-à-dire que le mélange va créer un produit qui est bien plus dangereux que le produit ménager de base que l'on avait avant dans sa cuisine. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas réaliser ces expériences à la maison. D'accord ? Moi, je sais ce que je fais, j'ai prévu mes quantités, j'ai l'habitude de manipuler des produits dangereux, donc je vais réaliser ces expériences, je vais les filmer, les commenter, mais je vous demande s'il vous plaît de ne pas les réaliser à la maison. Il faut savoir que le mélange de produits ménagers, qui est dangereux, est responsable de nombreux incidents ménagers, de nombreux incidents à la maison, comme des incendies, des brûlures, des intoxications, et donc surtout ne les réalisez pas. Je vais réaliser ici la première expérience qui était une réaction entre le carbonate de calcium et l'acide chlorhydrique. Le carbonate de calcium est le constituant principal de la craie. J'ai donc broyé de la craie en poudre pour me servir de réactif. Donc c'est ici. Dans le deuxième récipient ici en verre, j'ai mis de l'acide chlorhydrique. J'ai réalisé diverses dilutions, préparations et calculs afin d'être dans les conditions exactes de l'expérience que nous aurions réalisée en classe. Veuillez m'excuser pour le bruit, c'est ma hotte qui est allumée car cette expérience produit des gaz toxiques. Donc, dans un premier temps, nous avions à faire réagir 1 g de carbonate de calcium avec de l'acide chlorhydrique. Vous voyez ici la température initiale du mélange est de 22,6 degrés Celsius. Alors je vais ajouter la craie. Vous voyez la température. Vous voyez ici une mousse qui se forme et un gaz qui se dégage. D'accord. Le gaz est du dioxyde de carbone. Il se dégage en très grande quantité, d'où la hotte pour éviter d'en respirer trop. Si on regarde la température, nous sommes à 22,9 degrés Celsius. Cette température a très peu varié. Donc je note ici 22,9 degrés Celsius. On peut donc dire que cette réaction chimique n'a pas produit d'échange d'énergie entre le milieu extérieur et elle-même. La température n'a pas varié, quasiment pas varié. Cette réaction est donc athermique. Je suis toujours sur cette première expérience, réaction entre le carbonate de calcium et l'acide chlorhydrique, mais cette fois en utilisant des quantités différentes. Nous avons inversé quel était le réactif limitant et quel était le réactif en excès. J'ai cette fois 2 g de craie. Alors vous voyez ici la température initiale du milieu qui est de 23,1 degrés Celsius. Je vais verser la craie
et j'obtiens la même réaction. Il y a un petit peu plus de mousse et de gaz à se former cette fois. Et si j'observe la température, cette fois elle augmente un peu plus que la dernière fois. On peut donc dire que cette réaction est plutôt exothermique. Donc lors de la première expérience, on avait un doute, on pensait que la température était relativement stable et que la réaction était athermique. Finalement, là on a exactement la même réaction, donc seulement les quantités qui changent, et là on voit qu'elle augmente quand même pas mal. C'est pourquoi on peut dire que finalement que cette réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle donne de l'énergie au milieu extérieur, c'est pourquoi la température augmente. On obtient ici une température finale de 25,6 degrés Celsius. Je vais maintenant vous présenter la deuxième expérience, l'expérience B, qui est une réaction entre l'acide chlorhydrique que vous pouvez trouver dans le commerce et l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium qu'on appelle souvent soude et qui est retrouvé dans le destock, vous savez, le produit qui sert à déboucher les éviers. Cette réaction est la plus dangereuse des réactions que je vais vous présenter. Elle dégage des vapeurs très toxiques dont on ne se méfie pas assez lorsqu'on les utilise au quotidien. Et elle provoque une très grande augmentation de la température, vous allez le voir tout à l'heure, avec de très faibles quantités. C'est d'ailleurs la première cause d'incendie à la maison en France. Parce que bien souvent on se dit je vais nettoyer mon évier avec de l'acide chlorhydrique et puis comme il n'est pas suffisamment propre, je vais aussi ajouter de la soude. Mais si l'évier n'est pas bien rincé et que vous mélangez ces deux produits, eh bien vous pouvez très facilement créer un incendie. C'est pour ça qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions les produits ménagers. Alors vous remarquez ici que la température initiale de l'acide chlorhydrique est de 23,6 degrés Celsius. Je vais ajouter de la soude. Et donc vous observez ici une augmentation de la température. Alors, je vais agiter pour que la réaction se fasse mieux. Donc je précise que je suis dans des quantités de matière qui sont égales à celles de l'expérience qui est présentée dans votre activité. Et donc je vois ici que j'obtiens une température finale de 30,6 degrés Celsius. Voici dans la deuxième partie de l'expérience B, réaction entre la soude et l'acide chlorhydrique. La quantité d'acide chlorhydrique est toujours la même. Je vais par contre ajouter plus de soude que précédemment. Vous voyez ici, la température augmente tellement que j'ai de la fumée qui se forme. Et j'ai ici une température qui augmente très fortement. La température s'est stabilisée. Nous avons donc une température finale de 45,6 degrés Celsius. Vous voyez que cette réaction est fortement exothermique. Elle a libéré beaucoup d'énergie, la température a très largement augmenté. Voilà, vous voyez la température qui diminue déjà puisque la réaction est terminée. Et donc dès lors que la réaction se termine, il n'y a plus de libération d'énergie, il n'y a plus d'augmentation et on diminue la température très rapidement. Nous sommes maintenant dans la dernière expérience, l'expérience C, qui est réalisée entre l'hydrogénocarbonate de sodium et l'acide citrique. Nous pouvons retrouver ces deux espèces chimiques dans le commerce sous forme de poudre. Vous connaissez sûrement l'hydrogénocarbonate de sodium sous le nom de bicarbonate de soude. L'acide citrique, on peut le retrouver dans le jus de citron, mais on peut également l'acheter dans les produits ménagers pour
nettoyer, détartrer sous forme de poudre. D'accord? Donc j'ai réalisé ici une dissolution de l'acide citrique dans l'eau, dans de l'eau déminéralisée, pour avoir une solution à la bonne concentration avec la bonne quantité de matière. J'ai ici du bicarbonate de soude en poudre que j'ai préalablement pesé avec une balance de précision. Donc nous avons une température initiale de 22,6 degrés Celsius. J'ajoute ici mon bicarbonate de sodium. Vous voyez la réaction qui se réalise. Et si on observe la température, on voit que celle-ci diminue légèrement. Alors je n'ai pas utilisé de hotte pour cette réaction, car celle-ci n'est pas particulièrement dangereuse. Donc la température finale, eh bien, elle s'est stabilisée à 21,2 degrés Celsius. Donc la température a légèrement diminué. On peut donc en déduire que cette transformation est endothermique. À nouveau dans la dernière expérience, mais cette fois avec un peu plus d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc je vais l'ajouter. Vous voyez à nouveau la réaction qui se réalise. Et la température qui à nouveau chute, et cette fois elle chute fortement. Donc la température chute, ça veut dire que le milieu absorbe, le système absorbe de l'énergie du milieu extérieur, et c'est pour ça que la température diminue. Vous voyez ici une température finale de 16,3. Que retenir de toute cette expérience? Il faut retenir que certaines réactions sont exothermiques, c'était le cas de l'expérience A et de l'expérience B, puisque l'on constate une augmentation de la température du système lors de la réaction chimique. On peut également retenir qu'il existe des réactions endothermiques, c'était le cas de l'expérience C, dans laquelle on voit une diminution de la température. Ce qu'on constate également, c'est que cette différence de température, ce delta ici de température, eh bien, il est différent et il dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, eh bien, c'est la réaction elle-même. Vous voyez par exemple que pour la réaction A et B, qui sont toutes deux des réactions exothermiques, on a une variation de la température qui est plus faible pour la première expérience que pour la deuxième expérience. Le deuxième facteur qui joue, c'est la quantité de réactifs ajoutés. Vous voyez ici que lorsqu'on avait ajouté plus de réactifs, donc à chaque fois c'est sur la deuxième ligne, eh bien la différence de température est bien plus élevée que sur la première ligne pour laquelle on avait mis moins de réactifs. Si je reviens sur la problématique de l'activité, on cherchait une réaction chimique capable de chauffer une canette autochauffante pour réchauffer un repas, une boisson chaude par exemple. La réaction que l'on peut d'ores et déjà éliminer est la réaction C. Puisqu'on voit qu'on a une diminution de la température, on ne ferait donc que refroidir la boisson, alors que nous on souhaite la réchauffer. Reste ensuite à déterminer quelle solution, quelle réaction utiliser entre la réaction A et la réaction B. On constate sur la réaction A qu'il y a une augmentation de la température qui est très faible. On va donc pouvoir légèrement réchauffer notre repas, notre boisson, mais cela risque de ne pas être suffisant. Par contre, si on prend la réaction B, on voit qu'avec une très faible quantité de réactifs, on a une très forte augmentation de la température. Pour rappel, lors de la deuxième expérience de l'expérience B, on avait 45 degrés Celsius à la fin. Donc, en utilisant assez peu de réactifs, on va pouvoir avoir une très forte augmentation de la température, avoir une température suffisante pour chauffer notre boisson. Attention tout de même à la quantité de réactifs utilisés. En effet, on peut constater qu'avec une très faible quantité, la réaction déjà a une forte augmentation de température. Ce qui veut dire que si je mets beaucoup plus de réactifs, ma réaction risque de s'emballer, la température augmenter très fortement et on pourrait provoquer un incendie.